Économie de Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, c'est l'été, les vacances approchent et aux États-Unis, une révolution sociale est peut-être en marche. Dans certaines entreprises, les salariés peuvent eux-mêmes définir le moment et la durée de leur congé, sans entrave, sans limite, une seule condition, finir ses tâches dans les temps. Alors quel impact sur la productivité? Enquête tout à l'heure. Et avant cela, nous reviendrons sur l'épilogue d'une grève interminable en Afrique du Sud. Cela faisait 5 mois que le bras de fer entre mineurs et exploitants paralysait l'industrie du platine. Les syndicats ont obtenu gain de cause sur de nombreux points. 4 milliards d'euros de pertes tout de même pour l'économie du pays. Les détails dans un instant. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, le tour du monde de l'actu économique du jour et à la une, la visite à Paris hier du nouvel émir du Qatar, le cher Tamim Ben Hamad Al Thani, l'occasion d'évoquer l'Irak, la Syrie, mais aussi les relations bilatérales. Alstom et Vinci en ont profité pour signer un contrat d'environ 2 milliards de dollars pour le tramway de la ville de Losail au nord-est de l'Émirat. Mais les attentes se concentrent évidemment autour du Rafale, l'invendable avion de chasse de Dassault qui pourrait enfin trouver en Doha son premier acquéreur étranger. Alors rien n'est encore signé, mais Paris se veut confiant sur une issue positive. Ensuite, nous devons avancer dans notre coopération de défense. Le Qatar a toujours fait des choix pour son armée de la technologie française. Vous connaissez les projets que nous avons en commun et je sais que vous avez la plus grande attention et la plus grande bienveillance par rapport au matériel que nous vous proposons dans tous les domaines et notamment aéronautique. Voilà, suspense une fois de plus autour du Rafale. Et toujours en France, une actualité sociale chargée entre le vote de la réforme ferroviaire et l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, le tout à l'Assemblée. Et puis encore beaucoup de réactions après l'accord trouvé autour d'Alstom. L'économiste Marc Touati critique l'interventionnisme de l'État. Monsieur Montebourg a reçu une claque. Pour une raison simple, c'est qu'il ne voulait pas de General Electric à la base. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il a été chercher Siemens. General Electric dispose déjà de la maîtrise nucléaire. Les États-Unis ont déjà la maîtrise nucléaire. Donc on ne peut pas voler la maîtrise nucléaire de la France. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun risque de ce point de vue-là. C'est vrai que ça inquiète parce qu'on dit qu'il y a du nucléaire, etc. Mais de ce point de vue-là, General Electric est un bon choix. Mieux valait prendre General Electric que peut-être demain avoir un fonds qatari ou un fonds chinois qui venait investir dans Alstom. Là, ça aurait été beaucoup plus dangereux. En bref, l'Argentine tente de trouver une issue négociée dans la bataille qui l'oppose à deux fonds spéculatifs. Buenos Aires, condamné la semaine dernière aux États-Unis à leur verser 1,3 milliard de dollars, se dit prête aujourd'hui à négocier. Ces derniers jours, l'Argentine affirmait que cette décision de justice était synonyme pour elle de défaut de paiement. La présidente Kirchner dénonce à sa manière un acharnement contre son pays. Nous sommes dans une ambiance de Coupe du Monde. Ils sifflent des sanctions contre nous, des coups francs. Ils marquent avec la main, ils nous refusent des buts, mais nous allons continuer à nous battre, à attaquer et nous marquerons un but. Un mot de la situation à Hébron, 12 jours après l'enlèvement de 3 adolescents israéliens. L'économie locale subit les conséquences de ce rapt. Les recherches sont toujours intenses avec à la clé des restrictions de circulation. La clientèle dont dépendent les marchands de Hébron est constituée de Palestiniens et d'autres villes de Cisjordanie. La fermeture a directement touché l'économie et il y a de grandes pertes. Et puis l'écologie au service de la croissance. La Banque mondiale publie ce mardi un rapport qui indique que la production mondiale pourrait gagner 2600 milliards de dollars par an d'ici 2030 avec des politiques efficaces en matière d'énergie, de gestion des déchets et de transport public. Alors Chine, Brésil, Inde, Mexique, Europe et États-Unis notamment sont invités à réduire leurs émissions de carbone. Une meilleure efficacité énergétique pourrait augmenter le PIB mondial de 1,5% par an, toujours selon cette étude. Nous avons obtenu en 5 mois ce que d'autres ont obtenu en 20 ans. En Afrique du Sud, les leaders syndicalistes se félicitent du dénouement hier de 5 mois de grève. 70 000 mineurs avaient cessé de travailler dans les mines de platine pour réclamer des hausses de salaire. Leur détermination a donc fini par payer. L'enjeu était capital pour l'économie du pays qui détient 80% des réserves mondiales de ce métal précieux. Les détails résumés par Johanna Citruc. Elle aura duré 5 mois. 5 mois durant lesquels 70 000 mineurs sud-africains ont réclamé sans faiblir des augmentations de salaire. 5 mois de grève qui a paralysé l'industrie du platine du pays. Mais depuis lundi, ce mouvement est bel et bien terminé.
Demain, nous allons signer un accord, et si nous signons effectivement cet accord, cela signifiera que la grève est officiellement terminée. Ça veut dire aussi que les mineurs vont pouvoir se remettre au travail. L'accord, qui doit être signé avec les 3 principaux producteurs de platine, prévoit une hausse des rémunérations sur 3 ans pour atteindre à terme un salaire de 12 500 rand par mois, environ 840 €. Par ailleurs, la signature de cet accord devrait déboucher sur une augmentation des allocations logement, mais aussi sur la réintégration de plus de 230 mineurs licenciés pendant le mouvement. Une victoire pour les grévistes. Je suis très heureux, très fier, parce que notre grève a été une vraie plaie pour l'économie sud-africaine, une plaie terrible. Mais maintenant, nous sommes prêts à guérir, à panser cette blessure. Nos enfants souffrent à cause du manque de nourriture, vous savez. Un véritable soulagement pour les grévistes, les producteurs de platine, mais aussi pour toute l'économie du pays. D'après la Chambre des mines sud-africaines, cette grève a coûté près de 27 millions d'euros par jour. Au premier trimestre, la croissance s'est d'ailleurs contractée de 0,6%. Allez, le gros plan du jour, c'est peut-être l'avenir du management et de la productivité. Aux États-Unis, certains salariés expérimentent ce concept, les vacances à volonté. Alors le principe est simple, vous pouvez partir en congé quand bon vous semble, à une condition, terminer vos tâches dans les temps. Alors si l'efficacité du principe est souvent prouvée, reste un effet parfois inattendu. Certains salariés prennent du coup encore moins de vacances. Explication avec cette enquête à Boston, regardez. Travailler dans cette start-up américaine a de nombreux avantages. Bonbons à volonté, cours de gym lors de la pause déjeuner et ambiance détendue. Mais le plus surprenant reste sûrement les vacances, illimitées pour tous les employés tant qu'ils terminent leur travail dans les temps. Une petite révolution dans un pays où les congés payés ne sont pas obligatoires. Nos employés sont très investis dans leur travail et ils ne font pas des horaires de bureau traditionnels. Ils s'organisent eux-mêmes. Donc on a décidé de les traiter en adultes et cela crée une meilleure relation entre l'entreprise et ses salariés. Netflix, géant de la vidéo à la demande, a été le premier, il y a une dizaine d'années, à autoriser les vacances à volonté. Depuis, d'autres ont suivi, surtout dans le secteur d'Internet. Cory travaille chez HubSpot depuis 2 ans et demi et rentre tout juste d'un voyage en Amérique centrale. Un séjour qu'elle n'aurait pas pu organiser dans une autre entreprise. Mais pour elle, ce qui fait une vraie différence, c'est la flexibilité au quotidien. Les gens sous-estiment à quel point c'est pratique au quotidien. Oui, je me suis pris plein de super vacances depuis que je travaille ici. Mais c'est bien aussi de ne pas avoir à compter ses heures quand on a besoin d'aller chez le docteur ou quand on a une course à faire. Mais si sur le papier les vacances illimitées semblent idéales, certains s'inquiètent. Sans obligation de congé, les salariés américains pourraient finir par prendre encore moins de vacances que d'habitude. Aux États-Unis, les gens ont tendance à ne même pas prendre les vacances qu'on leur donne. Il faut leur fournir un cadre. Et puis, il est important que les employés voient que les chefs et les dirigeants aussi prennent des vacances. Vacances illimitées ou pas, cette réticence à poser ces jours de congé semble bien exister chez HubSpot. Ces très sages salariés ne prennent en moyenne pas plus de 2 à 3 semaines de vacances par an. Voilà, et pourtant leur forfait vacances est illimité. Alors on l'a vu, l'idée fait son chemin au moins aux États-Unis avec de vrais résultats. Et nous accueillons pour en parler l'économiste Michael Gabay. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors on va parler d'abord de cette problématique, rendre les salariés davantage responsables, un petit peu comme des cadres. Est-ce que c'est une nouvelle forme de management qui est sur le point d'éclore ? C'est une tendance qu'on voit depuis plusieurs années aux États-Unis surtout. Et on va dire que ceux qui sont à la pointe de ce genre d'initiatives sont souvent les startups. Dans ce monde-là, tout le monde est à peu près le même âge. Il n'y a pas les codes de la hiérarchification comme on peut le connaître dans les grandes entreprises. Donc là-bas, tout est beaucoup plus ouvert. C'est ce qu'on appelle le lean management. C'est le management à plat. Et donc où chacun a sa place, chacun prend ses responsabilités. En plus, dans l'informatique, c'est souvent plus facile de monitorer, de savoir quelles sont les tâches qu'on a à faire, de les quantifier. Et après, pour pouvoir justement manager son temps de travail. C'est plus de liberté, plus de responsabilité, de créativité aussi pour l'employé qui est donc peut-être plus efficace. Alors c'est un peu des deux et comme on le disait dans l'article, c'est aussi important de créer aussi une ambiance. C'est-à-dire que c'est là la limite de ces choses. Si on crée un climat où on est anxiogène ou quand on prend trop de vacances on est mal vu,
À ce moment-là, les gens vont avoir tendance à moins prendre de vacances, même s'ils ont fini leurs tâches. Après, c'est évidemment, il faut qu'il y ait un climat, mais en général, dans ce genre d'entreprise, le climat est plus ouvert, plus open, les gens peuvent rentrer, sortir. Les tâches sont vraies qu'elles sont beaucoup plus individuelles, donc on est moins dépendant des autres. On a son plan de travail, si on arrive à le suivre et qu'on le fait dans les temps, il n'y a pas de raison de rester plus tard ou de rester plus de temps au travail. Alors globalement, justement, pour sortir un petit peu de la théorie, est-ce que c'est un mode de fonctionnement qui vous paraît plus adapté à certains secteurs, le secondaire, le tertiaire? C'est peut-être plus adapté au tertiaire à l'heure actuelle? C'est évident que si je suis sur une chaîne de production dans l'automobile, je ne peux pas partir à n'importe quand. Et on a des tâches qui sont structurées, on est dépendant d'autres personnes. C'est évident que dans ce genre de cas où on fait partie d'une chaîne, c'est beaucoup plus compliqué. C'est évident que dans le système du service, on pourrait penser à des commerciaux qui, par exemple, une fois qu'ils auraient atteint leur objectif, n'auraient pas besoin de continuer à travailler pendant ce mois-là. Dans l'informatique, toutes les tâches sont extrêmement divisées, donc chacun D'ailleurs, finit c'est sa Google tâche. qui a servi un peu d'inspirateur, vous pensez, de ce soft power dans l'entreprise? Google, c'est l'exemple, c'est le campus. On a vu les films, on a vu les reportages. C'est la société où il fait le mieux travailler. C'est vrai que c'est une ambiance où, encore une fois, les patrons ont le même âge que les employés, voire souvent ils sont plus jeunes que certains de leurs cadres. Donc on ne peut pas avoir la même formalité. Donc c'est vrai que dans ce genre d'entreprise où tout se fait de manière plus plate et de manière plus humaine, les gens ont plus la possibilité de prendre leurs responsabilités. Et justement, l'effort d'adaptation, est-ce qu'il est plus du côté des salariés ou bien du côté de l'entreprise en termes d'organisation? Il est des deux côtés. Ça veut dire, d'un côté, il faut structurer les tâches pour que chacun puisse s'arrêter à tout moment sans avoir à empiéter sur le travail des autres. Mais d'un autre côté, les employés doivent aussi se dire... Après, c'est savoir si c'est un drive, si c'est une motivation de dire je vais travailler plus vite et mieux pour pouvoir mieux sortir, ou si j'ai pas d'objectif de temps, ou j'ai tout mon temps, ou j'aime pas prendre des vacances, est-ce que je vais faire traîner les choses? Donc c'est évident que ça demande pas forcément plus de maturité, mais plus de responsabilité. À mon avis, ça demande même à la limite un petit peu moins de maturité. C'est revenir plus à l'état d'enfant, où j'ai fini de ranger ma chambre, je peux aller voir la télé. Enfin, ce genre de cas où on structure les tâches. Dès qu'on a fini, le travail, c'est un moyen et c'est pas une fin en soi. Ouais. Alors pour parler d'Israël, est-ce que, je ne sais pas si on peut parler de vrais modèles israéliens, mais on a le sentiment ici que les salariés souvent ont plus de responsabilités peut-être que dans d'autres pays occidentaux. Est-ce que c'est culturel et est-ce que ça peut ne pas marcher aussi dans certains pays? Alors c'est vrai qu'en Israël, il y a beaucoup d'employés qui sortent de l'armée, donc l'armée c'est une école de la responsabilisation. On est responsable, on a une responsabilité personnelle. Plus on est responsable des gens avec qui on travaille, donc il y a cet esprit de solidarité. On parle de la fameuse unité 7200, qui est un peu le vivier de tout le high-tech israélien. C'est propice un petit peu plus à ce genre de fonctionnement. Voilà, c'est propice. Et en Israël, quelque chose qui est beaucoup fait par les sociétés, c'est le travail à domicile, qui est beaucoup mieux vu en Israël qu'ailleurs, par exemple. Merci beaucoup, Michael Gabaï, pour ces explications. Et on passe au Media Watch. Et un buzz, une frénésie à la une de cette revue de presse. Apple nous y a habitués avant chaque lancement d'un nouvel iPhone. Johanna Citruc, bonjour. Bonjour David. Alors des photos, des maquettes, la production de l'iPhone 6 est pour très bientôt. Oui, la production de masse des 2 nouveaux iPhone 6 devrait commencer le mois prochain en juillet pour une présentation prévue en septembre. Et pour faire face à cette commande particulièrement énorme, le principal sous-traitant d'Apple, qui est le Taïwanais Foxconn, a prévu d'embaucher 100 000 intérimaires supplémentaires. Concernant les nouveautés, les 2 modèles devraient se distinguer par leur taille. Ils devraient être plus grands que leurs prédécesseurs. L'objectif principal est bien sûr de séduire un maximum de clients chinois qui sont particulièrement fans des grands écrans, puisque la Chine est un marché très prometteur pour Apple. Alors Johanna, la Coupe du Monde, on n'y échappe pas, avec des parallèles parfois entre le foot et l'économie. Alors aujourd'hui, les pénaltys comparés aux politiques économiques, c'est ça? Oui, en fait, au football, quand un joueur tire, quand il essaye de marquer un but, le gardien a 57% de chances de plonger du mauvais côté, 41% de chances de plonger du bon côté et seulement 2% de chances de rester au centre. Le problème, c'est que seulement 17% des pénaltys sont tirés en direction du centre. Alors pourquoi? Parce que c'est pas vraiment commun, parce que faire différemment des autres, c'est prendre un gros risque. Si un joueur tire sur le côté, que ce soit à droite ou à gauche, et qu'il ne marque pas, tant pis, on ne lui en voudra pas. En revanche, s'il tire au centre et qu'il ne marque pas, c'est considéré comme une faute. Et bien en économie, c'est un petit peu le même fonctionnement. C'est pareil, les décideurs choisissent des politiques économiques qui sont les moins risquées pour eux si jamais elles ne fonctionnent pas, si jamais elles échouent. Et les politiques les moins risquées ne sont pas forcément les meilleures, ne sont pas forcément celles qui maximisent l'intérêt général. Intéressant, il y aurait quand même à redire sur cette théorie. Alors une anecdote pour finir, Marissa Mayer, la patronne de Yahoo, qui oublie un rendez-vous
rendez-vous important avec des cadres de grands groupes. Oui, c'était la semaine dernière à Cannes pendant le Festival international de la créativité. Marissa Meyer, la patronne de Yahoo, avait un rendez-vous avec des directeurs marketing de grands groupes, des groupes très importants, mais elle est arrivée avec 2 heures de retard. Et au lieu d'inventer une excuse un petit peu plus respectable, elle a simplement avoué s'être endormie, avoir fait une sieste, ce qui n'était pas au goût de tous les invités. On s'en doute. Merci Johanna et à demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News avec les enjeux de l'immigration et notamment en Israël. Et l'info continue, restez avec nous.